Ça fait un petit peu cliché de dire ça me fait plaisir d'être ici cet après-midi, mais c'est vrai, c'est ma toute première présentation à la PCHQ. Je viens d'arriver en poste, ça fait seulement 6 semaines. Je vais essayer d'être le digne remplaçant de M. Georges Lambert, pour ceux qui le connaissaient, l'ancien directeur du service économique. Je pense que ça va être possible, puisque Georges et moi, on étudié à la même université, dans le même programme, pratiquement en même temps. Lui m'a devancé d'une année. Et puis, on a gardé aussi le même coiffeur depuis tout ce temps-là. Donc, ce que je vais faire, comme on l'a dit en introduction, c'est vous parler de, grosso modo, de l'état du marché au niveau de la construction résidentielle et de la rénovation. Les nouvelles sont pour le moins bonnes, donc c'est toujours plus agréable dans ce temps-là de venir vous présenter le bilan et les prévisions. Je vais commencer avec un court contexte économique avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, au niveau des nouvelles économiques, on va faire ça de façon très succincte, juste pour montrer que c'est quoi le scénario qu'on utilise là, pour nos prévisions de 2019, puis montrer qu'on est sur vraiment des bases qui sont très, très solides. Alors, dans un premier temps, je pense que c'est le secret le moins bien gardé au Québec. On a un taux de chômage qui est à un creux historique. On parle de 5,5 % pour l'ensemble de la province. Si on recule 3 ans en arrière, il s'est créé 165 000 emplois au Québec. Dans la grande région de Montréal, sur les 165 000 qui s'est créé au cours des 3 dernières années, il y en a 147 000 qui sont dans la région de Montréal. Donc, vraiment, Montréal a retrouvé là, son rôle de moteur de l'économie québécoise. Ici aussi, le taux de chômage est à un creux historique. Il est à 6,1 %. Néanmoins, il est un petit peu plus élevé là, que dans le reste du Québec. Mais, somme toute, c'est un creux historique dans tous les cas. Deuxième indicateur qu'on aime regarder, l'indice de confiance. Ça, c'est mesuré par le Conference Board et parmi les différentes questions qu'on va poser aux consommateurs, il y en a une qui concerne plus particulièrement l'achat de biens importants tels que des propriétés. Alors, on demande tout simplement aux consommateurs québécois de se prononcer. Est-ce que, selon vous, le contexte est bon pour faire un achat important tel une propriété ou une voiture? Et actuellement, le niveau est bien plus élevé que sa moyenne historique. Il était très élevé à l'automne, il a diminué un petit peu depuis, mais néanmoins, là, il y a aux alentours de 40 % des Québécois qui sont convaincus que c'est un bon moment pour faire un achat important. Le solde migratoire s'améliore, et puis là, dans cette section-là, c'est le seul graphique que je vais vous présenter, parce qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant. Ici, c'est pour la province de Québec. Et ça va jusqu'en 2017, puisqu'on n'a pas encore les données de 2018 qui sont disponibles. Les bâtonnets en bleu, c'est le solde migratoire proprement dit, c'est-à-dire le net de tous ceux qui sont venus s'installer au Québec et on soustrait ceux qui sont allés s'installer soit dans une autre province, soit dans un autre pays. En 2010, c'était un record absolu qu'on avait enregistré au niveau du solde migratoire. En 2017, on est quand même dans des niveaux élevés. Ça s'améliore. On n'est pas, par contre, au même niveau que ce qu'on a connu en 2010. Mais là où il y a quelque chose qui a changé, et c'est une très bonne nouvelle, le solde de ce qu'on appelle les résidents non permanents. Ça, c'est un record absolu là, depuis que l'Institut de la statistique du Québec compile ces données-là, c'est-à-dire depuis 1972, dans le cas de cette variable-là. C'est quoi des résidents non permanents? Bien, c'est des étudiants, c'est des travailleurs temporaires ou des gens en attente de statut de réfugié qui viennent s'installer ici. Et puis, ce chiffre-là n'est pas sans avoir des conséquences importantes sur la demande pour des logements locatifs. Hein. Ces gens-là vont, la plupart du temps, être davantage locataires, à tout le moins au début. Si il advient qu'ils demeurent finalement au Québec, bien là, ça se peut qu'ils deviennent propriétaires plus tard, mais pour le moment, souvent, ils vont être locataires. Le marché de la revente, et là, je suis quand même assez bien placé pour vous en parler, parce que dans mon ancienne vie, j'étais à la Fédération des chambres immobilières du Québec. En 2018, il y a eu un nombre record de plus de 86 000 transactions par l'intermédiaire du système Centris au Québec. Et quand la revente va bien, c'est très, très corrélé avec le marché de la rénovation. Il y a énormément de gens qui
il y en a qui vont rénover avant de vendre, mais plus souvent encore, il y en a qui vont rénover lorsqu'ils vont entrer là, dans leur nouvelle propriété. Il y a toujours des petits travaux à faire. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour le marché de la rénovation. Dans le cas de la région de Montréal, 47 000 reventes en 2018. Ça aussi, c'est un record. Donc, tout va bien du côté là, du marché de la revente. Puis, il faut s'attendre à ce que ça entraîne des retombées positives pour la rénovation. La croissance économique elle-même est néanmoins appelée à ralentir un petit peu en 2019. Rien de catastrophique. Par contre, là, le rythme de croissance en 2018, c'est à peu près 2,3 pour la croissance du PIB. La plupart des analystes s'attendent à quelque chose comme 1,9 en 2019. Donc, c'est quand même pas si mal que ça. Mais avec ça, là, il y aurait probablement, on pense là, que le marché de l'emploi ne sera pas capable de créer autant d'emplois qu'il en a créé, par exemple, en 2017 et en 2018. Ça devrait être quelque chose d'un petit peu plus modéré, mais quand même, on est en territoire positif. Donc, ça reste un assez bon contexte. Et puis là où j'ai mis un feu rouge, mais en fait, il est peut-être plus orange. Là. Je ne pense pas que ça va avoir un impact aussi grand que plusieurs analystes le laissent sous-entendre. Vous savez que les taux d'intérêt sont en train de remonter. Ils ont commencé là, leur remontée, en fait, à la mi-2017. Et puis, depuis, on a connu des augmentations du taux directeur de la Banque du Canada et des augmentations des taux d'intérêt hypothécaires également. Or, il y a quelques indicateurs économiques là, qui sont dégradés dernièrement aux États-Unis, ce qui fait que le relèvement des taux d'intérêt va peut-être être un peu moins prononcé ou un peu moins rapide, en tout cas que ce que certains avaient prédit. Maintenant, la plupart des économistes parlent d'une augmentation de peut-être un autre quart de point de pourcentage en 2019, peut-être un autre quart de point en 2020, mais on verra quand on sera rendu là. Donc, c'est de nature à freiner un petit peu les ardeurs du marché immobilier, mais quand même pas tant que ça. Allons-y maintenant avec ce qui s'est passé au niveau de la construction résidentielle et puis nos prévisions de mise en chantier pour l'année en cours. Alors, ici, je commence avec la province de Québec, puis après ça, on va parler spécifiquement là, de la région Montréal Métro APCHQ. Ce qu'on a connu en 2018, c'est une toute petite hausse d'à peine 1 des mises en chantier, mais ça nous donne quand même presque 47 000 nouvelles unités résidentielles. Et puis ça, c'est la meilleure année qu'on a connue là, depuis 2012. Donc, ça a quand même été une très bonne année. Et, entre autres, qu'est-ce qui a fait qu'on a enregistré autant de mise en chantier? Quelle catégorie de logement, là, je devrais dire, qui est responsable de cette augmentation-là? C'est beaucoup, entre autres, les logements locatifs. Il y a eu plus de 20 000 logements locatifs qui ont été mis en chantier en 2018 au Québec. La dernière fois qu'on a vu ça, je ne sais pas si vous vous en rappelez, le salaire minimum était à 4,55 $ dans ce temps-là. C'était Robert Bourassa qui était premier ministre. Les vêtements fluo étaient à la mode. Puis c'était Madonna, Michael Jackson puis George Michael qui étaient numéro 1 dans les palmarès. Okay? C'était en 1987. Donc, meilleure année depuis 31 ans pour la construction de logements locatifs. Pour ce qui est de 2019, on prévoit que ça va être juste un petit peu en deçà. On parle de 43 500 mises en chantier, une baisse d'environ 7 entre autres parce que le locatif, je pense, là, a atteint son sommet en 2018. Ça devrait être un petit peu plus modéré du côté de ce segment-là en 2019, le temps que le marché aussi absorbe les unités qui viennent d'être construites ou qui sont encore en construction. Allons-y maintenant avec la région APCHQ Montréal métropolitain. On était bien parti pour avoir une meilleure année 2018 que ce qu'on a connu en 2017, après 3 trimestres. En tout cas, on était en hausse, mais finalement, le dernier trimestre a été un petit peu en deçà des attentes, ce qui fait qu'on termine l'année avec une baisse de 6 des mises en chantier, toujours dans la région Montréal Métro. C'est quand même une très bonne année. Il faut considérer là, que 2017, c'était la meilleure année depuis 10 ans. Donc, 2018 a quand même été une très bonne année. Et
pour 2019, puisque ce que mon prédécesseur, puisque je n'ai pas modifié ses prévisions, mon prédécesseur avait prévu un peu plus là, de 23 000 mises en chantier. Ça nous ferait là, une petite hausse d'activité de 1 pour la région de Montréal. La diapositive suivante vous montre comment ont été réparties les mises en chantier en termes de type de logement. Je pense que ce n'est pas une surprise pour personne de savoir qu'au fil des ans, il se construit de moins en moins de maisons unifamiliales. De plus en plus, il se construit des appartements. Et la façon dont ça s'est manifesté en 2018, c'est 82 des mises en chantier qui étaient des appartements, que ce soit du locatif ou du condo, c'était des appartements. Et il restait donc 18 pour des maisons unifamiliales, et là-dessus, seulement 10 donc une mise en chantier sur 10 qui était pour de la maison individuelle. Ça fait plusieurs années qu'on voit ça, puis ce qui explique ça, puis ce qui fait que ça va, selon toute probabilité, continuer, bien, parmi les tendances lourdes, il y a le vieillissement de la population. Qu'est-ce que ça fait, entre autres? Ça fait que la taille des ménages diminue. Pourquoi? Bien, entre autres, les baby boomers sont rendus maintenant à un âge où les enfants ont quitté la maison, pour la plupart, ou s'ils ne l'ont pas déjà fait, ça s'en vient. Donc, la taille des ménages diminue. D'ailleurs, le Québec est la championne à travers le Canada des ménages d'une seule personne. Puis, on a beaucoup également là, de ménages de seulement 2 personnes. Il ne faut pas juste penser à des couples qui n'ont pas eu d'enfants, mais à des couples qui ont des enfants, mais qui ont quitté le nid familial, puisque maintenant, ils volent de leurs propres ailes. Ensuite, deuxième facteur qui peut expliquer ça, l'abordabilité. Si on veut absolument être propriétaire, étant donné que le prix des propriétés a beaucoup augmenté au cours des dernières années, en fait, entre 1998 et 2018, le prix des propriétés au Québec a été multiplié par 2,7. Okay? Dans certains secteurs centraux de Montréal en particulier, les prix ont été multipliés par 3. Donc, c'est plus difficile pour acheter une propriété, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont obligés de faire des compromis. Ils rêvent d'avoir une maison individuelle, mais sont obligés peut-être de faire un compromis, d'aller vers une maison jumelée en rangée ou même un appartement. Au point où même il y a plusieurs jeunes qui vont commencer par acheter un appartement en copropriété, même s'ils savent que dans 3-4 ans, ils vont vouloir une maison unifamiliale. Ils ont décidé de rentrer sur le marché en espérant faire une plus-value quand ils vont revendre 3, 4 ou 5 ans plus tard. Puis sinon, si on n'a pas les moyens d'être propriétaire, bien, on va rester locataire plus longtemps. Ça explique encore une fois la tendance au niveau de la construction d'appartements. Fait que ces deux facteurs-là concernent la demande, proprement dit. Puis le troisième facteur, lui, concerne plus l'offre. Vous savez, parce que vous avez à discuter avec les municipalités constamment pour faire approuver vos projets. La volonté de la plupart des municipalités au Québec, c'est très certainement le cas du côté de la communauté métropolitaine de Montréal qui fait le plan d'aménagement urbain là, pour l'ensemble du Grand Montréal. Ce qu'on veut davantage, c'est densifier, c'est limiter l'étalement urbain, puis avoir plus de densité pour rentabiliser les infrastructures de transport, les infrastructures publiques, etc. Donc ça, c'est une volonté ferme qui font en sorte que maintenant, on va être beaucoup, beaucoup plus enclin à autoriser de la construction en hauteur au détriment de maisons individuelles. Maintenant, parce que la SCHL appelle marché visé, là, on va parler de logement pour propriétaires occupants, de copropriété ou de logement locatif. Alors, propriété absolue ou, dans d'autres termes, la maison unifamiliale, bien, ça suit la même tendance que la maison individuelle, grosso modo. C'est en légère baisse la tendance est en baisse là, depuis quelques années. Et les deux autres courbes que vous voyez apparaître, la copropriété en vert, rappelez-vous qu'il y a quelques années, c'était vraiment la copropriété qui était le produit chaud, si vous voulez. Il s'en construisait énormément et il ne se construisait presque pas d'unités locatives. Et puis là, tout d'un coup, depuis 3 ans, la tendance s'est inversée. On a construit plus de logements locatifs au cours des 2-3 dernières années qu'on a construit de copropriété. Ça ne veut pas dire que la copropriété ne va pas bien, il s'en construit quand même beaucoup. Il s'en est construit plus de 8 000 l'an dernier, mais 10 000 logements locatifs.
quels sont les autres facteurs là, qui expliquent? Ici, vous l'avez en... Ah, oui, j'avais oublié de vous préciser qu'est-ce qu'on voyait comme construction de logements locatifs depuis quelques années. Il y avait quand même une bonne part qui était attribuable à des résidences pour personnes âgées. Mais en 2018, seulement 12 des unités locatives qui ont été construites sont destinées aux personnes âgées, ce qui fait que tout le reste, on parle vraiment de logements locatifs conventionnels, qui s'adressent à toute la population avec pas nécessairement là, la panoplie de services qu'on a dans une résidence pour personnes âgées. Au niveau de la prévision pour 2019, on pense que le locatif va peut-être se tempérer un petit peu. Et pour la copropriété, mon prédécesseur avait prévu une hausse. Je suis d'accord avec lui, même que s'il y a une surprise en 2019, je pense qu'elle pourrait peut-être venir du côté de la copropriété. La copropriété sur le marché de la revente actuellement, on est dans un marché de vendeurs. Contre toute attente, il y a quelques années, on avait basculé dans un marché qui favorisait les acheteurs. Il y avait un léger surplus d'offres sur le marché. Et puis, en l'espace de 18 mois, 2 ans, on est passé d'un marché d'acheteurs à un marché de vendeurs. Et pour ceux qui suivent aussi, par exemple, qui regardent parfois l'étude d'Altus sur les ventes de copropriétés neuves, ça s'est vendu pratiquement comme des petits pains chauds, là, les derniers projets de copropriété dans la région de Montréal. Donc, la demande est beaucoup plus soutenue que ce qui avait été anticipé. Et contre toute attente, non seulement on n'a pas l'espèce de surplus d'unités que certains analystes annonçaient, parce qu'on avait dit on construit trop de condos à Montréal, on construit trop de condos à Montréal. Mais là, c'est le contraire. On est dans une situation où on est dans un marché de vendeurs, ce qui veut dire que même on en manque un petit peu de condos. Mais il y en a beaucoup en construction. Je pense qu'on peut prendre des questions, mais à la fin, il y a quelqu'un qui a une question? Ou on peut y aller en même temps? Oui. C'est une bonne question. J'ai envie de vous dire, ils sont occupés, mais il y a des investisseurs, effectivement, qui en achètent. Il y a des étrangers qui en achètent, probablement pas autant que ce qu'on imagine. Les seuls chiffres à cet effet-là qui circulent proviennent de la SCHL. C'est à l'effet qu'il n'y a même pas 2 là, des copropriétés qui sont entre les mains d'étrangers. Sincèrement, par contre, je pense que c'est sous-estimé parce que la méthodologie, quand on regarde, la seule façon là, que la SCHL peut procéder, c'est de regarder au niveau du registre foncier ou du bureau de la publicité des droits si l'acheteur est un acheteur étranger. Mais ça peut être une compagnie à numéro, ça peut être quelqu'un qui est arrivé il y a 6 mois aussi, qui a donné son adresse de provenance, qui était l'immeuble locatif dans lequel il habite depuis qu'il est arrivé. Puis à ce moment-là, il n'est pas compté comme un étranger. Petite parenthèse, éventuellement, la seule façon de le comptabiliser comme faux, ça serait de faire comme en Colombie-Britannique, depuis qu'ils ont la taxe sur les achats par des étrangers, ça serait d'obliger le notaire de demander la nationalité de la personne lorsqu'il achète, ou à tout le moins, est-ce que c'est un résident canadien ou c'est pas un résident canadien. Donc, il y en a, puis tantôt, quand je vais parler de la location de condos, vous allez voir qu'il y en a beaucoup de condos qui sont en location. Alors, il y en a beaucoup. Le condo permet le fait qu'il y a des micro-investisseurs, des gens qui n'auraient pas les moyens de s'acheter un immeuble locatif de 20 logements, mais par contre, ils ont les moyens d'acheter 1, 2 condos, puis de l'offrir en location. Alors, il y a des micro-investisseurs aussi dans ce segment-là. Par proportion, mais c'est un peu là, naturellement la même tendance que la courbe que je viens de vous montrer, mais c'est en proportion. Donc, en 2018, le locatif a représenté 47 des mises en chantier. En 2019, ça pourrait représenter un peu moins, alors que la copropriété, elle, devrait représenter un petit peu plus. Tantôt, j'ai dit que ce qui stimulait la construction de logements locatifs, c'était le solde de nos résidents non permanents. Il ne faut pas oublier qu'il ne s'en était pas construit beaucoup, il s'en était presque pas construit non plus au cours des dernières années. Puis là, il y a quelque chose aussi qui est peut-être, la donne est peut-être un petit peu en train de changer au niveau de la population qui vieillit, les fameux baby boomers. Au cours des dernières années, c'était des gens qui étaient beaucoup friands de copropriété. Une fois que les enfants avaient quitté la maison, définitivement, que les parents ne voulaient pas nécessairement entretenir la grosse maison unifamiliale avec 4 chambres à coucher en banlieue alors que les enfants ne sont plus là. Beaucoup se tournaient vers la copropriété.
Mais là, on a fait un sondage dernièrement, puis il y en a de plus en plus qui nous disent que c'est le locatif qui va les intéresser lorsqu'ils vont vendre leur propriété. Donc, ce qu'ils veulent, les baby boomers, c'est zéro responsabilité, zéro attachement. Ils ne veulent pas immobiliser nécessairement leur capital, puis ils veulent avoir la possibilité de bouger au besoin là, lorsque, pour X raisons, là, ils voudront changer de région. Alors, si les baby boomers se mettent à vouloir des logements locatifs, bien, forcément, étant donné la taille de cette cohorte-là, il va y avoir une réponse du marché. Justement, regardons la performance du marché locatif. Actuellement, dans le Grand Montréal, il n'y a pas tout à fait 600 000 logements locatifs et depuis peu, la SCHL recense aussi les copropriétés qui sont offertes en location. Il y en a 34 000 qui sont offertes en location. Dans le Grand Montréal, ça représente 17 du parc de copropriétés à Montréal. C'est quand même beaucoup. On s'approche d'une copropriété sur 5 qui est offerte en location. Ensuite, au niveau des taux d'inoccupation, bien là, pour le moment, le taux d'inoccupation est très bas, 1,9 que ce soit du côté du locatif lui-même ou des copropriétés qui sont offertes en location. Bien sûr, il y a tout ce qui est en construction là, qui va venir éventuellement s'ajouter au marché, mais on se croise les doigts là, en espérant que tout va être bien absorbé. Puis pour ce qui est des loyers mensuels moyens, bien, pour un logement de 2 chambres à coucher, tout ce qui est logement existant, à tout le moins, les loyers sont quand même relativement faibles, tandis que du côté des copropriétés qui sont offertes en location, bien, on parle d'à peu près 400 $ de plus par mois, mais il y en a maintenant un marché pour le locatif à des prix comme ça et même un petit peu plus élevés, parce que vous le savez, c'est impossible de rentabiliser la construction d'un immeuble locatif avec des loyers de 800 $ par mois. C'est impossible. Donc, mais maintenant, à cause du condo, entre autres, là, on sait qu'il y a un marché pour des gens qui sont prêts à payer plus cher. Au niveau maintenant de la rénovation, juste un petit rappel, ça, ce sont des données basées sur l'année 2017. On ne connaît pas encore les résultats de 2018. La rénovation au Québec, ça représente 13,1 milliards de dépenses. Et puis à ça, on pourrait rajouter là, les 4,5 milliards au niveau de l'entretien et de la réparation. Ce qui fait que tout le secteur de l'habitation correspond grosso modo à 29 milliards, 7 du PIB et plus de 152 000 emplois. Ici, si on regarde dans le temps comment ça a évolué, la courbe en bleu, c'est celle de la rénovation, alors que la courbe en rouge, c'est celle de la construction neuve. Il y a plusieurs années, c'était la construction neuve qui était plus importante en termes de dollars dépensés que la rénovation, mais depuis 2005, 2006, c'est le contraire. Maintenant, la rénovation est devenue une activité plus importante, il y a plus de dollars dépensés en rénovation qu'en construction neuve. Et maintenant, si on isole la courbe en bleu, on revient avec la courbe en bleu et on regarde qu'est-ce qui s'est passé depuis 2013, où il y a eu l'instauration du crédit d'impôt Éco-Rénov, qui est devenu Logis-Rénov, qui est devenu Rénovert, si j'ai bien compris. Donc ça a quand même stimulé la rénovation, bien sûr. Là, on parle de rénovation éco-énergétique. Et puis là, ça a semblé faire accélérer la croissance des dépenses de rénovation. On ne sait pas pour 2019, on va le savoir lors du prochain budget bientôt, si le crédit Rénovert va être reconduit. C'est sûr qu'à la PCHQ, on a fait des représentations là, dans ce sens-là. Même, non seulement on voudrait que Rénovert soit reconduit, on aimerait bien qu'il y ait un crédit à la rénovation des logements locatifs aussi. Il y a beaucoup du parc locatif au Québec qui est vieux et qui, comme le veut l'expression, qui manque d'amour un peu. Il n'y a pas, du côté des propriétaires d'immeubles locatifs, ce qu'on dit, c'est qu'avec les contraintes d'augmentation de loyer de la Régie du logement, pas très rentable de faire des rénovations. Alors, un crédit viendrait peut-être aider à
augmenter, stimuler les dépenses de rénovation de la part de ces propriétaires d'immeubles locatifs-là. Ça améliorerait l'efficacité énergétique, ça améliorerait aussi, ça réduirait l'émission de gaz à effet de serre, puis ça aiderait les conditions de vie de nos locataires, qui par ailleurs, si ils ont à payer la facture de chauffage, bien, ça va leur faire économiser également. Donc, on milite dans ce sens-là. Pour ce qui est de notre prévision pour 2019, c'est un peu plus facile à prévoir. La rénovation, c'est toujours 4 à 5 par année de croissance depuis quelques années. Donc, 4 pour la province et 4 également pour la région Montréal Métro, qui accapare plus de la moitié des montants dépensés en rénovation à l'échelle de la province. Quelques autres chiffres en rafale au niveau de la rénovation, de façon périodique, pas toutes les années. Statistique Canada fait une enquête sur les dépenses des ménages et pour l'année 2016, il y avait un propriétaire sur 4 qui avait effectué des travaux de rénovation et la moyenne des montants qu'il dépensait, c'était un peu plus de 6 600 $. Puis on a un autre donnée qui nous vient, elle, de l'enquête sur les permis de bâtir. Et puis là, la valeur moyenne des permis, c'est plutôt aux alentours de 26 600 $. C'est en hausse de 4 C'était en hausse de 4 en 2017 par rapport à 2016. Donc, au passage, là, on voit bien qu'on demande des permis pour des travaux qui sont pas mal plus gros là, que juste des petits travaux que parfois des propriétaires vont effectuer eux-mêmes. En lien avec la rénovation, c'est intéressant, je pense, de faire un petit clin d'œil à l'âge du parc de logement. On a des données qui nous proviennent toujours du recensement là, de 2016 à cet effet-là. Alors, le parc de logement unifamilial au Québec, il y a en moyenne 41 ans. Il est un petit peu plus récent dans la région de Montréal. Peut-être ça en surprendra certains, mais c'est 39 ans, l'âge moyen du parc de maisons unifamiliales dans la région de Montréal. Mais vous voyez là, sur les deux bâtonnets suivants, quand on est sur le territoire de la ville de Montréal, le parc est beaucoup plus vieux qu'à Laval ou que dans d'autres municipalités de banlieue, par exemple. Donc, à Montréal, vraiment, les immeubles sont plus âgés. Et malgré le fait que l'âge moyen est seulement de 39 ans à Montréal, il y a quand même 3 logements unifamiliales sur 4 qui ont été construits avant 2001. Donc, il y a certainement des besoins de rénovation de ce côté-là. Au niveau du parc locatif, mais le parc de logement est encore plus vieux. L'âge moyen, c'est 48 ans dans la région de Montréal et il y a presque 90 des logements locatifs qui ont été construits avant 2001. Finalement, pour ce qui est des logements en copropriété, le parc est un petit peu plus jeune. Pardon. Je vais revenir en arrière. Pour le parc de copropriété, il est un petit peu plus jeune, 28 ans en moyenne, sauf qu'il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a pas d'opportunité pour la rénovation. Il y a beaucoup d'immeubles qui traversent l'âge honorable là, de 20 ans, ce qui veut dire qu'il commence à y avoir des besoins plus importants en rénovation. Dans une enquête qui avait été faite par la PCHQ, avec entre autres le RGCQ, qui est le regroupement des gestionnaires de copropriété du Québec, en 2017, on avait fait une enquête qui nous disait qu'il y a un immeuble, un édifice là, de copropriété sur 2 qui n'a pas d'outils comme un certificat d'État, un carnet d'entretien ou une étude de fonds de prévoyance pour prévoir les différents travaux de rénovation. Donc, il y en a certains qui sont sous-entretenus et forcément, ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir des trucs qui vont briser et qu'il va falloir, donc il y aura des besoins en rénovation. Et puis, il y a 41 des syndicats de copropriété qui nous ont dit au moment d'effectuer des travaux, il manquait d'argent dans le fonds de prévoyance. Alors, à ce moment-là, ça ne veut pas dire que les travaux ne se feront pas, mais c'est un bon indicateur quand même qu'on a peut-être reporté des travaux dans le temps. Donc, il va y avoir des besoins aussi de ce côté-là, éventuellement. Qui rénove à Montréal, ce sont surtout les propriétaires occupants. 3 sur 4, ce sont des propriétaires occupants. Et puis, 1 sur 4, ce sont des propriétaires d'immeubles locatifs. Je l'ai dit tantôt, ils ont peut-être
sont moins enclins à rénover là, du fait qu'ils jugent que ce n'est pas tellement avantageux pour eux de dépenser étant donné, en rénovation, étant donné là, le peu de rendement qu'ils peuvent aller chercher sur leur investissement à cause des contraintes imposées par la Régie du logement. Sommaire concernant cette section-là, on se rappelle que le parc de logement est plus vieux à Montréal, que c'est surtout le parc de logement locatif qui est âgé et que le parc de copropriété, comme je disais tantôt, il est plus récent, mais il y a quand même plusieurs immeubles là, qui souffrent d'un déficit d'entretien. Alors, c'est ma dernière diapositive. Ce que j'aimerais qu'on retienne idéalement en 3 points, c'est qu'on a encore un contexte économique qui est très favorable, même si les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. On est quand même dans une période où on ne devrait pas se plaindre, okay? Parce que vraiment l'économie tourne à plein régime. Un léger ralentissement des mises en chantier est néanmoins attendu pour l'année 2019. Probablement que 2018 aura été le sommet cyclique et que ça va être un petit peu plus modéré en 2019. Même chose pour les dépenses de rénovation qui devraient continuer leur progression. J'ai marqué mais, on attend, comme je disais tantôt, de savoir si le gouvernement du Québec va reconduire Rénovert. S'il ne le fait pas, peut-être qu'il faut s'attendre à une croissance assez faible des dépenses de rénovation. S'il le fait, la croissance pourrait être de l'ordre de 4-5 %. Et si en plus, il venait qu'à mettre en place là, des mesures pour favoriser la rénovation de logements locatifs, mais là, à ce moment-là, il pourrait y avoir une assez forte augmentation au niveau des dépenses de rénovation. Merci.